rencontrer ce soir. En particulier, c'est un monologue, mais dans l'élan final, cette espèce de fascination, répulsion de l'Europe qui se finit finalement dans une déclaration de combat. Et on sent effectivement que dans toute cette lancinante question, faut-il sauver l'Europe ou faut-il quitter, eh bien vous finissez, et on tenait bien là, en disant nous restons, et le discours, j'en suis sûr qu'il est prononcé, et c'est le symbole de vos combats. Alors vos combats aujourd'hui, nous le savons, ils font plus que jamais l'objet de cavale, l'objet de contestation. Lorsque nous avons invité nos militants à venir à cette pièce, certains nous ont dit comment, j'ai cru que la pièce était annulée, ce qui est quand même absolument délirant. Moi je voudrais comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui dans vos idées, dans vos combats, fait tellement débat, dérange tellement qu'on en vienne à inventer ces rumeurs. L'Europe, évidemment, l'idée européenne, pour moi, en tant que président de l'UEGF, c'est-à-dire président d'une organisation qui s'est construite sur les ruines d'une Europe défaite, elle est essentielle. Et c'est aussi pour cela que nous sommes tous là aussi nombreux ce soir. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les militants de l'UEGF qui sont présents, et en particulier Chagall Bidboul, qui est notre responsable pour la réculture. Nicolas Polosco, trésorier de l'UEGF. Pour avoir permis cette mobilisation, et je vous pose donc cette question en premier: qu'est-ce qui dérange autant dans vos idées aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce qui s'est passé la semaine dernière est tout de même incroyable, et je pense du jamais vu dans l'histoire de cette maison, et peut-être même dans le paysage du théâtre depuis un certain nombre d'années. Et ça me fait même rire, parce que grâce au ciel, je ne perds pas mon sens de l'humour et ma joie de vivre. Mais cette pièce, elle était, comme on fait dans le théâtre privé, je vous l'explique en deux mots, elle était prévue, voilà, on ne sait pas très bien jusqu'à quand. On sait qu'on démarre début septembre, puis on arrête le 1er octobre, on arrête le 1er novembre, on arrête le 1er décembre, c'est un peu, ça dépend de 1000 paramètres. Et puis il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, le théâtre décide d'un commun accord avec moi, avec le producteur, avec l'acteur, qu'on s'arrêtera le 16 novembre. C'est formidable, les salles il y a des réservations jusqu'au 16 novembre très largement, et c'est mis sur le site internet. Un jour passe, 2 jours, 8 jours, 10 jours, aucun problème, c'est comme ça dans tous les théâtres. Et brusquement, il y a un site que je ne nommerai pas, qui tombe probablement sur le site du théâtre de l'Atelier, et qui voit 16 novembre, et qui dit mais de quoi 16 novembre, mais est-ce que c'était pas prévu jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi, d'où ça sort, je n'ai aucune idée. Et il fait un papier, ce site important, une espèce de dépêche, disant la pièce de Bernard-Henri Lévy s'arrête. Alors, même pas s'arrête le 16 novembre, s'arrête. Brutalement, suspendu, annulé, etc. La chose flambe comme une espèce de feu de brousse pendant toute la soirée. Le théâtre de l'Atelier fait un communiqué, tout ça est sur le net, en disant attendez, ça ne s'arrête pas. Alors, le site en question invente, d'après le communiqué du théâtre, dont je n'ai aucune raison de douter, une conversation avec quelqu'un du théâtre, un responsable du théâtre, qui lui aurait dit que, bref, tout ça fait une espèce de buzz absolument terrible. Le communiqué de l'Atelier n'y fait rien, une dépêche AFP dit que pas du tout, la pièce continue encore 30 ou 35 représentations, ça n'y fait rien. Je me rappelle, le soir où c'est arrivé la semaine dernière, je regarde sur Google, il y avait 585 articles qui disaient que ma pièce ici s'arrêtait. Les gens, le lendemain matin, téléphonent au pauvre caissier en lui disant mais alors attendez, moi j'ai payé 31 € ou je ne sais pas combien pour une représentation le 4 novembre, comment je me fais rembourser? Le caissier passe sa journée à dire mais attendez, il n'y a pas de remboursement, c'est pas des... Voilà. Donc c'est même pas une cabale, c'est même pas une rumeur, c'est une espèce d'histoire folle de gens qui ont, de journaux, enfin de sites, qui ont éprouvé le désir de casser ce spectacle. Voilà. De casser ce spectacle, et évidemment, sûrement un peu moins à le spectacle, sauf que moi, le spectacle, il a beaucoup cassé. Jacques Weber encore davantage, et moi, je crois qu'il en faut aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas, vous avez entendu le texte comme moi, je crois qu'il y a dans ce texte 2 ou 3 choses qui, en effet, ne sont pas dans l'air du moment.
parler de Marine Le Pen, par exemple, comme j'en parle, c'est-à-dire sans la moindre concession, sans admettre l'idée que le logiciel aurait changé, sans entrer dans la mascarade, dans la comédie de leur histoire de famille à la con, de cette espèce d'histoire incestueuse et grotesque entre les Le Pen, père et fille, probablement que cela n'est pas audible dans la France d'aujourd'hui, ou en tout cas audible pour certains, mais pas pour tous. Parler de l'antisémitisme comme j'en parle dans cette pièce, c'est-à-dire non pas comme une maladie qu'il faudrait guérir, dont il faudrait guérir le corps social, mais comme une attaque à laquelle il faut résister et comme une force à laquelle il faut opposer beaucoup plus de force encore, puisque vous avez entendu, c'est ça que dit le texte, que le problème de l'antisémitisme, le seul problème, c'est pas de soigner les antisémites, c'est pas de s'occuper de leur névrose, c'est pas d'aller s'occuper de leur petit tas de secrets et de voir qu'est-ce qui a mal tourné, c'est juste d'être plus fort qu'eux. C'est ça ma thèse dans ce texte. Aussi audible que je le pensais également dans la France d'aujourd'hui. Dans ce texte, pour ceux qui l'ont entendu, et ils sont nombreux, parce qu'avant cet épisode d'il y a 10 jours, les salles étaient pleines. En effet, ils les ont un peu vidées. Ça va repartir. Surtout si vous tweetez et facebookez à partir de ce soir, ceux qui sont là. Aujourd'hui, l'actualité, malheureusement, en tout cas, c'est le mouvement de Zemmour. Moi, j'ai trouvé que votre texte était une réponse extraordinaire de théorie de Zemmour. Réponse à théorie de Zemmour. Une réponse communicatoire, puisque vous l'avez écrit avant la sortie du bouquin, même si on connaissait les idées. Quand vous citez Husserl en disant que le problème c'est être attaché au national, au natal, et que vous opposez à cela l'identité européenne, dans sa multiplicité, dans ses croisements, quand vous opposez finalement l'identité altérité, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de dire quand vous voyez le succès de ce bouquin et cette espèce d'attachement à, comme vous dites dans la pièce, à voilà, la France du coin, la France du terroir, plutôt que l'idée de l'Europe. Écoutez, en effet, je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais enfin, ce texte a été écrit et a été imprimé et a commencé d'être joué, alors que probablement Zemmour n'avait pas terminé son livre. Voilà, c'est sûr que Hôtel Europe s'oppose probablement point par point à l'ensemble des thèses de ce livre que je n'ai pas lu. La seule chose que j'ai lue, c'est le chapitre qui m'est consacré dans ce livre, le suicide français. Il y a un chapitre qui m'est consacré où il me rend responsable, entre guillemets, enfin sans violence excessive, mais enfin avec tout de même responsable il me met à l'origine de cette espèce apparemment de déclin qu'il décrit. À l'origine à cause de mes positions sur le judaïsme en 1979 à l'époque du Testament de Dieu, à l'époque de mes positions sur le pétainisme et sur la France vichiste en 1981, et à cause de la fondation en 1984, qui n'est pas mon fait, mais que j'ai parrainé avec Simone Signoret et Coluche, de SOS Racisme. Donc, voilà, il est certain qu'il y a là quelque chose de frontal, dans quoi je n'ai pas envie d'entrer personnellement. D'abord, très honnêtement, je pense que même si le livre de Éric Zemmour a un grand succès, j'ai tendance à penser que ce n'est pas tout à fait mon niveau, je ne polémiquerai pas ce livre, mais il est certain que quand j'entends ce qu'il dit, ça je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu, sur le vichisme par exemple, c'est tellement irresponsable, quand on sait, moi je connais cette affaire par cœur, parce que j'ai lu Paxton, parce que j'ai lu le très beau livre de Gérard Miller qui s'appelait Les pouces aux jouires du maréchal Pétain en 1980, et parce que j'ai écrit l'idéologie française,
Je sais exactement de quoi il retourne. Je sais comment la France de 1940 à novembre 42, puis encore au-delà, mais notamment dans cette période, s'est enorgueilli de promouvoir une solution française à la question juive, mais pas une solution plus indulgente, pas une solution plus salvatrice, une solution aussi criminelle, mais qui avait le mérite pour le régime de Vichy, pour les commissaires aux affaires juives successifs, Xavier Vallat et Darquet Pellepoix, qui avait le mérite d'être une solution finale aux couleurs de la France. Donc voilà, dans la France aujourd'hui, les quelques jeunes filles et jeunes gens du JF qui sont là, et les autres, doivent savoir qu'il y a une bataille à mener sur deux fronts. Le front de cette espèce de pétainisme revisité, fût-ce aux couleurs juives, ce qui est encore une fois atterrant, et puis il y a le combat contre cette espèce de prétendu progressisme qui fait d'Israël le nom du diabolique moderne, qui pratique à en veux-tu en voilà cette horreur qu'est la concurrence des victimes, et qui là encore sur l'autre bord, sur le bord gauche, flirte avec le pire. Voilà. Alors, cela dit, pour les plus jeunes d'entre vous, pour les camarades de l'UJF, tout ça n'est pas non plus d'une nouveauté absolue. Moi, ça fait 40 ans que j'écris des livres, j'ai passé ma vie j'ai passé ces 40 années à me battre sur les deux fronts, à me battre sur le flanc droit et à me battre sur le flanc gauche. J'ai passé ma vie à observer, d'ailleurs, et parfois à catalyser le court-circuit, la rencontre, les noces apparemment contre nature et en réalité tellement évidentes une fois qu'elles se scellent entre cette extrême droite et cette extrême gauche. Donc nous vivons aujourd'hui un nouvel épisode de cette très très vieille histoire. Mais les attaques, elles venaient vraiment des deux bords. Je me souviens pendant des mois, une page quotidienne dans l'Humanité de l'époque où c'était le Parti communiste qui tirait, si j'ose dire, à boulet rouge, et puis il y avait la France néo-vichiste, dont les grands noms à l'époque s'appelaient Alfred Fabrelus, s'appelait Maurice Papon, ministre du budget, qui avait fait une déclaration terrible, Raymond Aron, qui avait écrit dans l'Express une chronique, une couverture de l'Express d'ailleurs, qui s'appelait « Faut-il brûler l'idéologie française ?», qui était d'un goût douteux. Texte d'ailleurs dans lequel Raymond Aron disait que lorsqu'il cherchait au fond de lui-même, lorsqu'il faisait son examen de conscience, il n'y pouvait mais il se sentait et il se sentirait toujours plus proche d'un Français de souche antisémite que d'un Juif nord-africain. Raymond Aron disait ça dans cette polémique. Donc voilà, il y avait le flanc droit, il y avait le flanc gauche, et puis il y avait ma petite idéologie française qui, comme telle Europe aujourd'hui, essayait de se tailler sa route et de se frayer son chemin entre ces deux espèces de massifs vertigineux, mais qui sont hélas deux grands pans de l'histoire.